C'est un petit coin que les gens aiment bien, hein, vous savez. Tu les fais tenter. Ça me plaît, c'est au bord de la Marne. Que de l'herbe, que de l'herbe, que des champs, que des champs. Maintenant, le dimanche, c'est unique. Le dimanche. On partait en Vespa à ce moment-là. À cette époque-là, on partait en scotter. Hein. En scotter. Partir, fuir la ville, changer d'air, aller au bord de l'eau et piquer une tête, se rouler dans l'herbe, s'embrasser, ne rien faire, surtout ne rien faire. Oublier le travail, l'atelier, la dureté du patron, oublier l'appartement trop petit, les voisins qui râlent, les robinets qui fuient, oublier les coups de gueule, les embrouilles, les micmacs. Aujourd'hui c'est dimanche, on va sur les bords de Marne. Bien sûr, ce n'est pas vraiment la campagne. La ville est si proche, mais c'est encore mieux. C'est une rivière à soi, à portée de bicyclette ou de chemin de fer, sans propriétaire pour imposer sa loi. On passe des heures assis sur un pliant à regarder l'eau qui passe. On finit la journée dans le vacarme d'une guinguette. On mange des frites en racontant des histoires de mauvais garçons. On danse le plus tard possible, jusqu'à la dernière limite. J'ai pas véritablement de souvenir de la première vision des bords de Marne, parce que j'étais trop petit tout simplement, et que depuis que je suis né, puis depuis même bien avant, mes parents allaient pique-niquer, passer des week-ends sur les bords de la Marne, allaient danser dans les guinguettes, et on allait se baigner à Esbly quand j'étais petit. Et la Marne était pour moi toujours une espèce d'Eldorado, d'endroit magique, lié aux vacances, lié au dimanche, lié au soleil. Ce qui m'intéresse, c'est les bords de Marne, des humbles, des gens simples et qui ont passé une partie de leur vie, parfois comme on les voit à Précy-sur-Marne, à se bagarrer pour avoir un petit bout de terrain, y construire une cabane, mettre parfois des années pour la construire. Et ça me touche beaucoup parce qu'il y a les gens arrivent à avoir prise sur leur vie dans ces lieux-là. Ils sont rois dans leur royaume. Alors ça, c'est les jardins ouvriers du bras du chapitre à Créteil. Ils sont en bord de Marne et c'est un dimanche au jardin. Un dimanche, c'est un jour très important parce que c'est un jour un peu à part dans la semaine. Il paraît que Dieu s'est reposé, donc il a dit aux ouvriers de se reposer aussi. Et c'est vrai que c'est le jour où on jardine, où on tricote, où on fait tout un tas de choses qu'on ne fait pas dans la semaine. Rien que l'idée d'une tonnelle avec une treille et puis du raisin de Créteil, hein. Du blanc frais. Ça arrive à mûrir quand même. Hein. Déjà du bonheur. C'est bien exposé au soleil là. Regardez donc. Oh là là. Oh. Ah oui, cette cabane. Oh ben là, alors, je vais vous dire déjà, je travaillais à l'EDF. J'allais sur les chantiers, puis je trouvais un bout de planche, une fenêtre, n'importe quoi. Je commençais tout, moi j'amenais ça là. Hein. J'avais envie de construire quelque chose. Puis un seul coup, j'avais à peu près ce qu'il fallait. Je me suis mis à construire, quoi. Alors vous voyez, ça vient d'un peu de partout, tout est mélangé, quoi. Hein, les poutres qui viennent de Bonneuil, mettons. Il y a les fenêtres qui viennent de Saint-Maur. Tout est mélangé, quoi. Mais enfin, ça fait une cabane quand même. Je suis à l'abri, hein. Puis je suis tranquille ici. Pourtant, je demeure à Saint-Maur, c'est pas loin, dans un pavillon, mais je suis entouré de murs là-bas. Alors, ça me plaît pas beaucoup, hein. Tandis qu'ici, vous voyez, il y a des arbres autour. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. De l'autre côté, bon, c'est l'eau. Hein.
avec les arbres. Et les canards, vous entendez les canards là? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Des deux côtés, hein. Il y a même des cygnes. Tiens, les cygnes sont là, tiens, aujourd'hui. Ils attendent après le casse-croûte. Ouais. Bon. Ah ben, j'ai trouvé cet endroit quand je travaillais à l'EDF, je faisais les tournées là, puis ben, comme ça, en parlant avec des gens, tiens. Il y a une qui commence à chanter, c'est qu'elle va pondre. En ce moment, au début que je venais ici, vous savez, la plupart des gens, c'était des gens de Paris. D'abord, on les appelait les Parisiens. Hein, ben alors, ils venaient jardiner un petit peu, puis à la pêche. Puis on discutait. Oh ben, dans le temps, c'était pas pareil comme maintenant, hein, parce qu'on discutait ensemble. Et puis, c'était plus simple, quoi. Maintenant, vous savez, les gens, ils ont des grosses voitures, ils vont peut-être autre part, et puis c'est plus pareil, quoi. Tandis qu'avant, bon, bah, on allait un chez l'autre comme ça, on allait boire un jour chez un, après chez l'autre, hein, un petit verre de vin blanc, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien passer le temps, hein. Puis la pêche aussi. Dans ce temps-là, l'eau était claire alors. Hein, et puis, on mangeait le poisson. Maintenant, poisson, hein, je sais pas. Hein. Enfin, je les regarde passer, moi, toujours. Hein. Je pêche plus, je les regarde passer, les poissons. Ça m'amuse quand même. Hein. Voilà. Le dimanche, on entraîne les amis, les frères, les beaux-frères, les amis des beaux-frères. On est bien ensemble. L'été, quand il fait beau, c'est la ruée. Paris se vide. Et puis il y avait beaucoup de monde là. Il y avait des gens qui chantaient. On faisait beaucoup de bateaux. Au bord de l'eau. Tous les dimanches. Hein. Tous les dimanches après-midi, tout le monde, ils allaient sur les guinguettes danser au bord de l'eau. Ils allaient se baigner. Alors pourquoi c'était le bon temps? C'était le bon temps parce qu'on était jeunes. C'était le bon temps parce que on avait les plaisirs que l'on avait. Pour ranger les cannes à pêche, les bouées, les avirons, on construit une cabane. Quelques planches pour les murs, un bout de tôle ondulé pour le toit. La cabane est l'accessoire indispensable du dimanche. Elle protège de la pluie, elle abrite la sieste des enfants ou les parties de cartes. Quand elle devient trop petite, on l'agrandit. Elle finit par ressembler à une maison. Cette maison-là, c'est moi qui l'ai construite, petit peu par petit peu, avec des parpaings que je faisais moi-même, en mâche-fer et en cailloux. Comme dans le temps, il y a eu du mâche-fer, maintenant, il n'y en a plus. Et puis, comme je n'avais pas le droit de construire, c'est pas une maison, c'est pas une habitation, c'est un abri de jardin, un abri de pêche. Personne. J'étais tout seul. Tout seul, à part Floué qui est arrivé, et puis un autre à côté, c'est tout. Puis tous les terrains se sont vendus petit à petit. Il y en a un qui en a acheté 7 et il les a revendus. On l'appelait Gueule en Or. C'est un charbonnier d'Annay. Parce qu'il avait tous les dents en or. Il est décédé. Il n'y en a plus personne maintenant. Il bricolait. À droite à gauche, c'est moi qui a monté presque l'électricité à tout le monde. J'ai monté l'eau presque à tout le monde. Et puis je gardais les bateaux. Il y avait les pêcheurs qui venaient avec des bateaux. Ben, j'ai dit, mets ton bateau là et cadenasse-le. Puis c'est tout.
allés à la pêche, je suis allé à la pêche, j'en ai mangé des poissons. J'en ai tellement mangé, j'en ai marre. J'en veux plus. Je faisais un petit peu de garde-pêche, alors 285 francs un permis de pêche. 285 francs, il y a peut-être 200 francs pour l'État, puis le reste c'était pour la société. Je travaillais pour l'État. Il me donnait 1 franc par permis de pêche que je faisais. C'était pas beaucoup. Et j'ai passé au tribunal, pour être assermenté, j'ai refusé. Parce que si j'avais été assermenté, j'aurais donné des contraventions ou des procès. Et moi, je ne voulais pas me faire noyer. Parce que les pêcheurs, ils sont bien gentils, mais il y en a des méchants. Quand ils pêchent sans permis, sans rien, et quand ils pêchent avec des cannes à pêche avec un fusil de chasse, ça ne va pas non plus. Alors j'ai refusé d'être assermenté. Et je ne suis pas assermenté. Je suis surveillant garde-pêche. Là, allez, hop. Il y a des gens qui pensent, ils me disent, où quelle est la marne? Mais je la voyais, vous l'avez devant vous. Ah, on la voit nulle part là. Ben forcément, et il ne peut pas passer. C'est pris sur les barrières maintenant qu'on l'appelle, puisqu'il y a des barrières partout. Parce qu'on ne peut pas traverser le champ de maïs, on ne peut pas traverser la Marne, on ne peut pas passer à l'île de la Bredouille. Alors on est dans un camp de concentration. S'il y avait un chemin qu'on pouvait passer, on ne peut plus passer. Oh, il y avait une grille. Il y avait un grillage. Maintenant, ils ont mis une grille. On ne peut plus passer. Le poteau est à moi, là. C'est à moi, le poteau. Celui-ci aussi. C'est moi que je les ai payés. 75 francs pièce. Il y a 35 ans, 40 ans. Là, c'est empierré. Là, c'est empierré. C'est moi qui l'ai mis. Là, c'est moi qui l'ai fait. C'est vendu à l'État. À démolir. Là aussi. À démolir. Tout ça, démolissent tout ça. Ils enlèvent le grillage et ça fait un espace vert. La loi Ville de Paris. Et ça, c'est la loi pour ici, la Seine-et-Marne. Mais pour ça, je vous dis, je ne veux pas être assermenté. Mais j'arrête quand même les gens. Je les empêche. Quand je leur fais voir ça, ils disent ah. Bon, ben, on va faire demi-tour. J'ai mis une bouteille de champagne au frais. On va aller la vider. Allez, Valéro, où est mon chien? Valéro! Valéro! Oh, j'ai perdu. Valéro! Valéro! Ah. Valéro! Il faisait moins 22. Le canal était gelé. On le traversait à pied carrément. J'allais sur la Marne, je faisais de la canadienne et du kayak. Moi, je faisais du vélo. Je faisais des courses en vélo tous les dimanches. En ville, le corps étouffe, il s'atrophie. Il se dérègle à force de gestes répétés dans des espaces confinés. Le dimanche, on exerce,
On entraîne en tirant sur des avirons ou sur une bicyclette. On reprend des forces. Quand il fait beau, on se déboutonne. On passe sa chemise par-dessus tête pour sentir la brûlure du soleil. On découvre son corps. Alors je suis né le 20 février 1902 à Banais, dans l'arrondissement de Sancerre, dans le Cher. Et mon père, qui était ouvrier de culture, comme tous mes ancêtres d'ailleurs, avait fait une demande, comme il n'avait pas de travail, il avait fait une demande pour une place de cantonnier. Il était envoyé à Chelles. Et voilà pourquoi, en octobre 1906, c'est-à-dire il y a 87 ans comme maintenant, je suis arrivé à Chelles. Ensuite, j'ai grandi comme tous les gosses du coin. Il paraît que j'étais un élève très brillant. Le fait est que j'avais des bons résultats en 1914. Et peut-être on envisageait le collège de Meaux, car il n'y avait pas de CES, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Seulement, le 2 juillet 1914, le 2 août 1914, c'était la guerre. J'avais 12 ans. Je suis retourné avec mes parents dans le Berry. Et en 1915, vers le 1915, je suis revenu à Chelles. Et c'est là que j'ai commencé à connaître la galère des ouvriers de l'époque. Car vous savez, quand on me parle de la belle époque, à moi, je deviens enragé. La belle époque, c'était peut-être pour certains, mais pas pour le peuple, même pas pour les ouvriers. À 12 ans, j'allais travailler, 12 ans et demi, j'allais travailler à Noisiel pour 3 sous de l'heure. Je passais la Marne en bateau, c'est-à-dire à 2 km de chez moi. J'allais passer la Marne. Je restais 12 heures dans l'usine, 11 heures de travail effectif, avec les casse-croûtes évidemment comme à l'époque, casse-croûtes du matin, casse-croûtes du soir, et je rentrais. Et puis ensuite, quand j'étais un peu plus grand, je ne pouvais pas me satisfaire des 15 centimes de l'heure, je suis parti dans les usines de guerre. Et dans les usines de guerre, eh bien, j'étais à Noisy-le-Sec, faire des eaux 855, dans les fonderies, tout vu, à me balader avec les noyaux dans les étuves, et du matin au soir à courir avec des noyaux d'obus. Voilà toute mon enfance. Un dimanche de mon enfance, c'était premièrement la messe. Mais l'autre partie du dimanche, c'était souvent la bêche dans les champs par ici, là, avec le père. Car le père, c'était un garçon qui n'arrêtait jamais, il n'y avait pas de dimanche pour lui. Car en principe, il n'y avait pas de dimanche. Les dimanches, on s'habillait proprement, les hommes se rasaient, et après ça, c'était les champs. La brouette, la terre, suivant les saisons. On bêchait, ou on binait, ou on arrosait. Voilà à peu près les dimanches. Et alors, il y avait aussi quelque chose, c'est qu'en principe, le dimanche, on mangeait du pot-au-feu. On mangeait du pot-au-feu, parce qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On ne mangeait pas de la viande tous les jours. Et quand j'étais plus grand, alors là, c'était le dimanche du jeune homme, eh bien, c'était évidemment quelques beuveries de droite de gauche, pas tellement d'apéritifs, je ne me rappelle pas, c'était surtout des petites bouteilles de Bordeaux, des toutes petites bouteilles de Bordeaux. Alors on en mettait 5 ou 6 sur la table, si on était de 5 ou 6 gars, et c'était celui qui avait bu le dernier sa bouteille qui payait pour tout le monde. C'était intelligent. Et puis alors on allait au bal, le bal. Le bal, c'était rue Gambetta, dans une salle qui par la suite est devenue le cinéma, car j'ai connu Chelles avant le cinéma. Et c'était drôle le cinéma à l'époque. C'était un piano qui jouait on ne sait pas quoi, il n'y avait pas de commencement ni de fin, ça tournait toujours le même truc. Ça s'adaptait peut-être un peu avec les images. Et puis c'était du Max Linder, c'était des trucs comme ça. Puis alors après, on a eu un peu plus tard la visite de Garnier, de la bande qui est venu cambrioler la place de Chelles, avec une voiture qui était
Il n'y avait pas de silencieux. Ça faisait un vacarme épouvantable quand il passait les parties de la poste avec son butin. Ça, c'était 1911. C'est des souvenirs qui me reviennent comme ça de temps à autre. Et de la Marne, puisqu'on parle de la Marne, ce que je me souviens le plus, ce sont les crues. Parce qu'on a eu des inondations très fortes. Je suis venu en bateau ici avec les pompiers, je passais par-dessus le grillage. Là. Quand il y avait les inondations, c'est que la Marne, elle a monté 20 cm à l'heure. Ça va vite. On en a eu du mal ici. Nous, on commençait à construire. Nous, après. Ouais, on était 2 ou 3. 2, 3, c'est tout. Hein. 2, 3. On a vu toutes les maisons se construire. Puis derrière, je vous dis, il y avait un champ, il y avait les vaches, il y avait tout ça. Ouais. La première des choses que j'ai faites, c'est d'économiser avec ma femme qui travaillait encore à l'époque. De quoi acheter les briques? On achetait les briques une par une, pas une par une, mais enfin on économisait chaque jour une pièce de 20 sous. Et à la fin de l'année, on avait 720 francs, 720 pièces, et on a acheté 720 briques. Et c'est avec les 720 briques qu'on a commencé ces 2 pièces-là. Et voilà comment je suis devenu propriétaire. Ce n'est plus vraiment la campagne, ce n'est pas encore la ville, mais un espace en attente, entre deux. La ville avance, elle recouvre les tonnelles, les coins à brochets, les îles désertes. La Marne a été un lieu de plaisir parce qu'elle était proche de Paris et facile d'accès. Très vite, cette proximité s'est retournée contre elle. Par milliers, ils ont voulu vivre tous les jours les bonheurs tranquilles du dimanche. Ils ont fui Paris, conduits par un même rêve. Avoir un toit à soi, respirer, être au large, vivre à la campagne mais rester en ville. Do, ré, do. 1, 2, 3, 4. Do, ré, do, ré, do, ré, do. Les 2 ré. Ré, voilà. Mi, ré. Les mi, fa, mi, c'est bon. Les fa. Fa, sol, fa, on redescend. Mi, fa, mi, ré, mi, do. Allez, on enchaîne. Main gauche. Et les 2 pareils là? Ouais. Soit tu regardes là, c'est pareil. Mais ça, au lieu d'avoir des rondes, on a ça dessous, ici. T'as compris? C'est l'exercice 18, ils l'ont oublié. On le rajoute. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien, t'as compris. Mi, ré, do. Non, rechante-moi ça. Écoute bien, ça te fait do, ré, mi, ré, do, si, la. Do, ré, mi, ré, do, si, la. Et tout seul, vas-y. Do, ré, mi, ré, do, si, la. Bien, alors ça c'est difficile, hein, donc il faut que tu l'isoles. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, là, le 1 avec le petit trait? Bon, ton arpège majeur il est superbe et le mineur il est un peu moins bien su. Hein, faut que tu le révises. À toi, Brice. On part en poussant, mon chéri. Hein? On se promenait en bicyclette. Il pleuvait et on a découvert cette Marne qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis tout à fait par hasard, on a vu une annonce avec marqué vente petite maison sur le bord de la Marne. C'était pas une maison, c'était comme une péniche, tellement c'était près de l'eau. Et ça nous a beaucoup plu. C'était cette sorte de sensation d'acheter non seulement un endroit que l'on va pouvoir habiter et vivre, mais surtout d'acheter un morceau de nature aussi ancien, quoi. Un morceau, c'est pas comme un endroit où on vous dit, où on vous vend un morceau de terrain, puis il est nu. Et il faut tout rajouter dessus. Non, là, c'était quelque chose qui existait déjà. Dans les actes de vente, ça remonte pas très loin. Et le bout, il y a marqué petite maison de pêcheur, mais sans plus, quoi.
Donc c'est tous les quartiers des bords de Marne qui ont été construits de la même manière, c'est-à-dire au début, on leur donne, les municipalités donnent l'autorisation de faire une petite maison de pêcheurs, et puis après, ça prend des proportions, parce que les gens ont des problèmes et veulent habiter dedans. Alors le pêcheur au début c'est que pour un endroit de villégiature, et puis après il se dit après tout ma retraite je pourrais peut-être la passer là-dedans, et donc on ne peut pas savoir à partir de quel moment ça devient une maison habitable. Je crois que c'est le problème de tous les bords de rivière. Moi j'imagine pas du tout vivre ailleurs. Je pense que je serais très très malheureuse si je devais partir. Chaque jour je me dis que j'ai une chance. D'ailleurs une fois on a expérimenté cette chose d'une manière surprenante. On a acheté une tente de camping 4 places et on est parti en camping sur les bords de la Loire. Ça a été une catastrophe. On cherchait où est-ce qu'on pourrait camper d'une manière agréable, et puis on a fait tout le tour. Bon, on a visité des châteaux, ça c'était bien, mais les châteaux c'est une chose, mais le camping c'était tellement déplorable. On est revenu chez nous, on a planté la tente au milieu du jardin, on a dit mais on est fou. Le plus beau camping du monde, il est ici au bord de la Marne. Voilà, c'était chez nous le plus beau, c'est pas possible. Le bruit, la circulation partout, c'est affreux. L'entourage, les gens, c'est affreux. Donc, chaque fois qu'on part en vacances, on se dit c'est très beau, c'est fabuleux, mais vivement qu'on rentre chez nous. Oui, c'est vrai, un côté conte de fées, quoi, une petite maison de lutin. Mais ce qui est curieux, c'est que nous, on le ressent très fortement, puisqu'on le désire comme ça. Hein. Mais suivant les personnalités, on a entendu au sujet de notre maison, lorsqu'on l'a montré à des amis même, des choses aberrantes et qui nous ont fait hurler parce que ça va à l'encontre de nos sentiments, de ce qu'on croyait, c'est-à-dire que c'était Walt Disney. Alors là, ça nous démolit parce que nous qui espérions justement aller à l'encontre de Walt Disney en montrant la possibilité du rêve, mais à la française, quoi, du rêve à la française, à l'européenne, nous dire que c'est du Walt Disney, ça veut dire qu'on n'a fait que copier le rêve à l'américaine. Alors ça, c'est la chose la pire qu'on puisse nous dire. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. S'il y a un animal qui passe sur le bord de la Marne, vous l'entendez. S'il y a un poisson qui fait flop dans l'eau, qui saute, vous entendez flop. Et on a peur parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ce flop? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tous les bruits, qu'est-ce que c'est que ce froissement? De la nature, des animaux sont amplifiés. Voilà, amplifiés. Amplifiés parce que voilà, exactement. Parce qu'il n'y a aucun bruit autour. Alors par exemple, quand il y a la chouette, la hulotte, là, c'est une catastrophe. C'est presque angoissant. Ah oui, oui, qui fait. On dirait que quelqu'un vous appelle. C'est affreux ça. Et que ça reste beau, sans réponse, mais c'est magnifique. C'est tellement beau que moi je l'ai mis dans une de mes œuvres. Là, il y a un haut-de-con qui fait ouh ouh. Tellement c'est extraordinaire. Moi je sais que j'ai jamais peur ici. Alors que je suis plutôt peureuse en ville ou dans le métro ou ailleurs. J'ai très très peur. Même rien que de croiser quelquefois des regards. Mais ici, je pourrais rester même toute seule, j'aurais pas peur. Oui, la ville avance. Oui. La ville avance. Ça, c'est sûr. L'aspect sauvage, de toute façon, sera détruit. Hein. L'aspect sauvage dérange. D'abord parce qu'on est dans un monde où l'inaction dérange. C'est-à-dire que quelqu'un qui méditerait sans rien faire, on dit c'est un feignant. On n'est pas des hindous. Les hindous, ils ont le droit de méditer, nous, on n'a pas le droit. Notre monde, il est fait comme ça. Donc, un monde qui n'est pas une nature qui n'a pas été retravaillée par l'homme, hein, tel que nos seigneurs l'ont voulu pour les jardins à la française, ben, c'est pas la nature. En Europe, il faut faire. Si on n'aménage pas, c'est pas bien. Alors il faut aménager, peu importe ce qu'on va faire, mais il faut aménager, on ne peut pas laisser la nature telle qu'elle est, parce que sinon c'est une démission devant la nature.
La Marne, bien sûr, on allait la voir quand on se mariait. On allait manger une matelote au bord de la Marne. Mais c'était pas fait pour nous. Nos gens qu'on voit au cinéma avec toutes les gringuettes, c'était le refuge de tous les mauvais garçons et toutes les mauvaises filles. Il y en avait quelques-uns dans la quantité qui allaient, bien sûr. On les approchait un peu, mais pas beaucoup. C'était pas fait pour les ouvriers. Parce qu'il faut se méfier terriblement quand on voit le cinéma avec les guinguettes et les gens au bord de l'eau et tout le bazar. Ça, c'est aussi faux que la belle époque était fausse pour les gens qui vivaient à l'époque. Car il a fallu toujours se battre pour arriver à améliorer. Et si on devait parler de la belle époque, eh bien, je ne dirais pas l'époque de 1900, je dirais l'époque tout de suite après la guerre, des années 50, 60. Ça, c'était une belle époque. Mais pas l'autre avant. Pas l'autre avant. Dans les années 50, tout bascule. La vie change. Les paysages se transforment. On construit des routes, des ponts, des autoroutes. On quitte Paris, ses loyers inabordables, ses arrière-cours sombres et sans air, pour s'installer dans des logements vastes et clairs. À vrai dire, on n'a plus guère le choix. Il faut partir. Paris, toujours plus cher, repousse vers la banlieue ceux qui n'ont plus les moyens de rester dans ces murs. Avec le temps, on remplace la bicyclette par une petite voiture. On va de plus en plus loin, vers le sud, vers le soleil. Comme la ville avance, par à-coups, sans ordre, elle laisse des vides. Elle oublie des terrains vagues, des jardins dissimulés. Il reste encore dans les interstices les débris d'une Marne ancienne, des espaces libres qui se resserrent comme une peau de chagrin. Comme beaucoup d'adolescents, j'ai détesté profondément la banlieue, que j'ai quitté, et quand j'y suis revenu, c'était ici, c'était dans l'île des Loups, c'était au bord de la Marne, et j'ai redécouvert la banlieue à travers le filtre des bords de Marne, et je me suis dit que j'avais très envie de photographier les bords de Marne, parce que j'avais l'impression que la rivière était restée cachée dans ses boucles, elle n'arrête pas de faire des tortillons comme ça. Et les routes qui vont vers Paris, ben elles passent tout droit. Donc la Marne, elle est restée un peu cachée comme ça dans ses boucles. Et j'ai retrouvé des choses intactes, des lieux intacts, des ambiances intactes. Et voilà l'amicale des quillards ch'timi, au lieu-dit la Goujonette, à Chelles. Et cet endroit, la Goujonette, c'est très beau. C'est juste entre le canal et la Marne, et ils ont eux aussi une petite cabane, ils s'y réunissent pour faire des fêtes. Avec Claude, avec le Claude. Aïe, avec Claude. Alors les femmes, elles jouent, non? Ouais, ok, vas-y, roule. Oh là 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 là. Il a entendu l'arbitre. Il a joué, quoi? Hein? Ah ben oui, il n'y a pas une femme qui a encore joué.
Oh, c'est l'horreur, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oh, c'est l'horreur. Hein. Ah, moi, je joue depuis 81. C'est moi la seule estimée ici. Hein? C'est moi la seule estimée. Oh non, non. Je suis là depuis 81, mais mon mari et puis mon fils. Mon fils, il vient plus maintenant, depuis qu'il a une petite nana. C'est un resté ici. Hein. Mais nous, on vient encore, mais maintenant, on va peut-être plus venir parce qu'on va déménager alors. Et avant, il était au moins 150, 200 ici maintenant. Il y en a qui sont disparus. Il y en a qui sont déménagés. Il y en a beaucoup disparus. T'as vu le village et... Maintenant, on se retrouve à je sais pas combien. Quand on vient quand même de temps en temps, je viens plus tout ça comme avant, moi. Hein. Ça me plaît plus maintenant. Non, ça m'énerve. Et c'est vrai, puis j'ai dit, ben, j'ai déjà joué. Et puis j'ai 59 ans. Hein. Ça n'est ras le bol. Il y a des moments, je ne sais même plus porter la boule alors. Enfin, on verra bien aujourd'hui comment ça va aller. Hein. C'est bien, là. 28. Oh, des fois, ça va 28 déjà là. Eh 28, tu fais un rôtillage, c'est bon? Ouais. Eh ben, pas bonne. Pas bonne. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne, hein? Non, non, pas bonne. Remets-les! Faut les... Eh! Oh, faut les remettre, elle est pas bonne. Faut remettre les filles devant. C'est pas bonne à tomber là. Non mais comment ils jouent? Comme mes pieds. Ah, t'es vraiment la honte de la famille, toi. Oh, elle est barrée, elle revient, tant mieux. Mais elle revient. On est frigo, on attend et on est gelé. Et en plus, on doit renquiller. Ah oui, et si on renquille pas, on a 2 fois en moins. Ah, ça renquille pas, attention. Et puis, vous avez posé les quilles, là, c'est lourd, hein. Moi, j'ai des petites mains et les moments, j'arrive pas à les lever. Et t'as pas parce qu'il m'est resté la moitié de la boule dans la main. La moitié de la boule dans la main, il m'est resté. Elle me déconcentre. Ah là 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 là. La moitié de la boule dans la main. Elle me déconcentre. Ça va froid comme ta capuche. Oh. En fait, quand j'ai fait cette photo, j'étais tellement fasciné par la stature du personnage qui est au premier plan. J'avais pas du tout vu le hurrah du personnage qui est en arrière-plan qui devait faire suite à un point particulièrement habile marqué par un des joueurs. Je l'ai vu qu'au développement. Et finalement, c'est la combinaison des deux qui fait toute l'image. Quant à celle-là, c'est la roseraie. La roseraie dans toute sa splendeur. Avant le drame, c'est aussi avant la période moustique, c'est la période musette de la roseraie, la période où la roseraie était tenue par un dénommé Lulu. On y jouait de l'accordéon, on y jouait aux boules, on y jouait aussi beaucoup aux cartes. Et puis on y dansait, on y mangeait des moules et des frites. Et malheureusement, c'est une époque un peu révolue, j'espère que ça reverra le jour. Mais cette image, c'est un peu le blason des bords de Marne. Enfin, pour moi, c'est une photo fétiche, en tout cas. Et elle veut dire beaucoup. Alors ça, c'est la période d'après. C'est la période moustique. Le moustique avait transformé la roseraie en quelque chose qui était à mi-chemin entre la guinguette et le café routier texan. Et c'était un endroit assez surréaliste. Alors, après avoir servi à manger aux gens, il allait mettre son costume de cuir et puis il revenait chanter avec d'autres groupes comme Cathy et les Bulldozers ou bien les Poutres Apparentes. Et c'était assez délirant. Et puis un jour, ma foi, la roseraie est partie en fumée. Malgré le feu qu'il y a eu,
On espère que cette guinguette va revivre. Alors, comme je suis amoureux des guinguettes, je vais essayer de remettre ce que moi j'ai connu dans le temps, qui faisait le plaisir de tout le monde. Tu montres à madame quand même un petit peu ce que Bon, l'on alors peut là, faire. donc, il y aura cette salle, grosso modo 300 mètres carrés. Cuisine, 100 mètres carrés et 2 appartements de fonction au-dessus. Et des chambres. Voilà, grosso modo. Alors, nous avons monté donc une petite salle en attente, disons, quoi, un petit truc provisoire, en attendant la construction totale, parce qu'il y a quand même certaines masses d'argent à arriver à quand même à cerner tout ça. Alors, ça prendra Je pense que pour la construction, les premières bases devront durer environ 8 mois de travaux. Et j'espère que pour novembre de l'année prochaine, l'affaire sera mise en service. Ah bon, ça dit, tu rigoles toi. Il faut 1 an de construction. Oh là là, oh là là. Oui, oh là là. Ah oui, tout à fait. Oui, un peu trop, mais il faut le temps de le faire. Mais il faut anticiper des fois. Non, mais enfin, le lieu vivra. Il vit déjà, hein, Nicolas. Il vit déjà. Hein. T'es là, toi. Oui, mais c'est vivre, oui, mais enfin. Donc, le lieu vit déjà. Non, mais pour la grande construction, il faut 1 an. Et là, c'est déjà carrossable. On peut déjà danser, un peu de musique et boire. Que tu veuilles faire venir les gens dans le provisoire, il n'y a pas de problème. Mais dans la construction finale, on sera obligé. Ah oui, mais c'est-à-dire, on va exploiter au fur et à mesure des disponibilités. Prêt. En face. Allez, en face. Avec la balafre sur le côté. Ah, une balafre. J'avais même pas vu qu'il avait une balafre. Une balafre? Graphie François. Non, mais tu crois pas que tu commences à le ramasser, là, non? C'est pas le taxi en plus. Ils savent pas que c'est un vrai breton. Voilà. T'aurais pu être à une autre, toi aussi. Alors, oublie pas que tu vas signer pour ici. Hein. Ah, ils ont l'air sérieux, les 2 propriétaires, là. Voilà, au moins. Il fallait qu'on vienne, nous. On ait des pièces rapportées par rapport aux Bretons. Ah ben non, l'autre jour. Ben oui, rapporté. Vive la roseraie. Vive la roseraie. Hein? Comment tu as crié la dernière fois que tu as dit ça? Vive la roseraie et la roseraie revivra. Alors on y va? Je pense que tout le monde était au courant qu'on faisait le challenge d'Émile Garenne. Challenge qui était réservé aux vainqueurs de coupe. On va passer à la remise des récompenses. La première, c'est Martine Douin. Avec 25. Regarde la caméra, chérie. Regarde-la. Regarde ta petite coupe. Là, comme ça. Comme ça. Voilà. Chez les femmes, celle qui a gagné au barrage, c'est Georgette Périgot, avec 28 plus 4. Tiens, tu ramènes le challenge. Donc le challenge remis en jeu, pareil. Hein. D'accord. Allez, bise là. Et donc la coupe de première. Bravo. Adieu. Alors chez les hommes, le premier, c'est notre ami qu'on appelle gentiment Coquelet. Ça fait 42. Le petit qui remporte donc le challenge. Bravo. La mise. La coupe. La mise. Et la coupe. Bon, je ne pas Ça va poule. On va faire la bide aussi parce que mon jaloux. Non mais oh. Hey, c'est Georgette qui a dit ça. On n'est pas au bois de boubou sinon. Alors pour finir la soirée, un grand merci à tous. Hein. Et comme à l'habitude, on va prendre le pot de l'amitié. Et ne pas oublier, dimanche prochain, nous allons faire le concours de clôture à Fontaine-sous-Bois.
C'était surtout danser, vous comprenez? Surtout danser. La valse, madame. J'adorais ça. Sans m'arrêter une demi-heure. On sent la pression de la ville autour de la Marne qui se fait, qui commence, qui vient. On entend de plus en plus de bruits urbains, comme les autoroutes, comme les voitures. On voit à l'horizon poindre des bâtiments hauts et on se dit qu'il y a quelque chose de très fragile, un équilibre très très précaire comme ça. Mais on sent que la menace est là. On sent que les taux se resserrent. C'est un monde qui peut disparaître très vite, qui peut être englouti parce que c'est pas un monde de gens puissants et c'est des gens qui peuvent se retrouver très vite le menton sur le marchepied du train qui part, comme ça, et en l'espace de 10 ans, clac, plus rien. Ça pourrait complètement disparaître, très vite, très facilement. Il suffirait de presque rien.